Il y a un moment dans chaque enquête criminelle où le coupable croit qu'il a tout contrôlé. Un moment où il pense avoir effacé chaque trace, géré chaque variable, anticipé chaque risque. Pour celui qui a fait disparaître Nancy Guthrie, ce moment est arrivé lorsqu'il s'est approché d'une caméra de surveillance, calmement, sans précipitation, et a tenté de la désactiver. Mais voici ce qu'il n'avait pas compris. L'acte même de tenter d'effacer la preuve était en train de créer la preuve. La tentative de contrôle était devenue l'exposition. Et cette seule décision, ce seul moment capturé avant que la caméra ne s'éteigne, allait révéler quelque chose que personne n'avait encore pleinement compris. Cette disparition n'était pas le fruit du hasard. C'était le résultat d'un plan. Si vous appréciez les enquêtes qui creusent au-delà des apparences, qui refusent d'accepter le silence comme une réponse, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à les carnets cachés du True Crime et activez la cloche, car cette histoire va vous montrer comment une seule question peut faire basculer une affaire entière. Et cette question n'est pas celle que tout le monde posait. Certaines affaires deviennent silencieuses. Pas parce qu'elles sont résolues. Pas parce que les réponses ont été trouvées. Mais parce que le bruit autour d'elles s'estompe. Les caméras partent. Les journalistes passent à autre chose. Les gros titres s'arrêtent. Et quand cela arrive, la plupart des gens supposent que le travail difficile continue quelque part derrière des portes closes. Ils supposent que quelqu'un continue de pousser, que quelqu'un continue de poser des questions, que quelqu'un se soucie encore assez pour continuer. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, une affaire devient silencieuse parce que les personnes qui devraient pousser ont arrêté. Pas parce qu'elles ont abandonné volontairement. Pas parce qu'elles ont cessé de s'en soucier. Mais parce que le temps fait quelque chose d'étrange aux enquêtes. Il crée de la distance. Et la distance facilite l'acceptation que certaines questions ne recevront peut-être jamais de réponse. Elle facilite le classement des dossiers, le déplacement des ressources ailleurs. Elle facilite le fait de se dire que tout ce qui pouvait être fait a été fait. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'affaire Nancy Guthrie. Pendant un moment, on avait l'impression que le monde entier regardait. Sa disparition avait secoué les gens. Elle contenait le genre de détails qui restent avec vous. Une femme disparue. Aucune explication claire. Aucun corps retrouvé rapidement. Aucun suspect nommé publiquement. Juste une famille laissée derrière avec rien d'autre que des questions et un silence qui devenait de plus en plus assourdissant au fil du temps. Les gens en parlaient en ligne, dans la communauté, sur les chaînes d'information. Des journalistes se sont présentés. Les enquêteurs ont fait des déclarations. Des indices sont arrivés. Il y avait du mouvement. Il y avait de l'urgence. Il y avait le sentiment que quelque chose était sur le point de se révéler. Et puis ce n'est pas arrivé. L'affaire s'est calmée, pas vers une résolution, mais vers l'immobilité. Le genre d'immobilité qui ressemble à la paix de l'extérieur, mais qui se sent comme un abandon de l'intérieur. Le genre d'immobilité dans laquelle une famille doit vivre chaque jour pendant que le reste du monde continue d'avancer. Nancy Guthrie était toujours portée disparue. La personne responsable était toujours libre. Et l'affaire avait tranquillement glissé hors de l'œil du public. Le shérif du comté de Pima, Chris Nano, avait mentionné dans sa dernière interview qu'ils avaient même une théorie qu'ils gardaient depuis un moment, mais il ne voulait pas dire laquelle. Il y avait eu des reportages quelques semaines auparavant suggérant que la théorie de travail du département du shérif pourrait être celle d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais une théorie sans mouvement visible n'est qu'une hypothèse. Et les hypothèses ne ramènent pas les disparus. Elles ne donnent pas de réponse aux familles. Elles ne retirent pas les coupables de la circulation. C'est à ce moment précis que Brian Antin revient dans l'histoire. Si vous ne savez pas qui est Brian Antin, voici ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas quelqu'un qui se présente aux affaires quand elles sont chaudes et faciles. Ce n'est pas quelqu'un qui chasse les clics ou cherche une histoire simple à raconter. C'est un journaliste qui prête attention aux choses auxquelles les autres ont cessé de prêter attention. Il revient aux affaires non pas parce que quelque chose de nouveau lui a été remis, mais parce qu'il croit que quelque chose est en train d'être manqué. Et plus souvent qu'autrement, il a raison. Quand Brian est revenu à l'affaire Nancy Guthrie, il ne portait pas de nouvelles preuves. Il n'arrivait pas avec une confession ou un témoin qui avait soudainement décidé de parler. Il est revenu avec quelque chose de plus silencieux que cela, quelque chose de plus patient. Il est revenu avec une question. Pas la question évidente. Pas celle que tout le monde avait posée depuis le début. Pas qui a fait ça, parce que cette question avait déjà été posée 1000 fois et n'avait pas produit de réponse. Il est revenu avec un type de question différent, plus lent, plus prudent. Il est revenu en demandant « Qu'est-ce qui ne colle pas ?» Cela peut sembler simple. Cela peut sembler être quelque chose que n'importe qui pourrait faire. Mais voici pourquoi c'est en réalité très difficile. Quand vous êtes à l'intérieur d'une enquête, quand vous êtes entouré de preuves, de déclarations, de chronologie et de pression, il devient presque impossible de prendre suffisamment de recul pour voir les lacunes. Vous vous concentrez sur ce que vous avez. Vous construisez votre réflexion autour des informations devant vous. Et lentement, sans vous en rendre compte, vous cessez de remarquer ce qui n'est pas là. Brian a remarqué ce qui n'était pas là. Il n'est pas revenu dans cette affaire en regardant les suspects.
Il n'essayait pas de construire une nouvelle théorie à partir de zéro. Il faisait quelque chose de plus fondamental que cela. Il retournait au début et relisait tout avec des yeux neufs. Pas pour trouver de nouvelles informations, mais pour trouver les endroits où les informations existantes cessaient d'avoir du sens. Parce que voici quelque chose que les enquêteurs expérimentés vous diront. Quand une affaire stagne, c'est rarement parce qu'il n'y a pas d'informations. C'est généralement parce que les informations qui existent n'ont pas été lues de la bonne manière. Quelque chose a été accepté comme vrai alors qu'il aurait dû être questionné. Quelque chose a été traité comme établi alors qu'il était en réalité encore ouvert. Et cette chose acceptée, cette chose établie devient un mur. Tout se construit autour d'elle, et rien ne peut avancer parce que personne n'est prêt à remettre en question les fondations. Brian était prêt à remettre en question les fondations. Il a commencé non pas avec les suspects ou les preuves physiques, mais avec la logique, avec la forme basique des événements, avec la question de savoir si les choses qui se seraient prétendument passées avaient réellement du sens quand on les disposait soigneusement et qu'on les regardait honnêtement. Et c'est là que l'affaire a commencé à sembler différente. Parce que lorsque vous cessez de demander qui et que vous commencez à demander qu'est-ce qui ne colle pas, vous commencez à voir des choses qui ont toujours été là mais qui n'ont jamais été correctement examinées. Vous commencez à remarquer de petits détails qui individuellement semblent sans importance, mais qui ensemble commencent à suggérer quelque chose. Vous commencez à sentir les bords d'une image qui n'a pas encore été pleinement développée. La première chose que Brian a remarquée n'était pas dramatique. Ce n'était pas une preuve irréfutable. C'était plutôt comme une écharde. Quelque chose de petit qui ne devrait pas être là. Quelque chose qui rongeait les bords de la version officielle des événements sans tout à fait la briser. Il a remarqué que les choses étaient trop propres. Maintenant, comprenez ce que cela signifie. Dans la vie réelle, quand quelque chose de terrible se produit, c'est désordonné. Les gens paniquent. Les plans s'effondrent. Les détails sont brouillés. La séquence des événements ne se déroule jamais exactement comme prévu parce que la réalité est imprévisible et que les êtres humains ne sont pas des machines. Il y a toujours des frictions. Il y a toujours quelque chose qui ne se passe pas selon le plan. Il y a toujours des preuves de chaos, même dans le crime le plus soigneusement exécuté. Mais quand Brian a examiné la chronologie de ce qui s'était prétendument passé la nuit où Nancy Guthrie a disparu, quelque chose semblait étrange. La séquence des événements semblait trop fluide. Le timing semblait trop précis. Les mouvements décrits semblaient trop ininterrompus, comme quelque chose qui avait été planifié dans les moindres détails puis exécuté sans un seul accroc. Les événements réels ne sont pas comme ça. Les événements réels ont des lacunes. Ils ont des pauses. Ils ont le genre de petits échecs qui laissent des traces derrière eux. Quand quelque chose semble trop propre, quand le timing est trop parfait et que l'exécution est trop fluide, cela signifie l'une de deux choses. Soit l'histoire racontée n'est pas tout à fait exacte, soit la personne qui a fait cela n'agissait pas impulsivement. Elle ne réagissait pas à une opportunité. Elle était déjà venue ici, dans son esprit au moins, repassant chaque étape longtemps avant de la franchir réellement. Brian penchait vers la deuxième explication. Et cela l'a amené à une possibilité qui a changé la forme de tout. Si ce n'était pas chaotique, si ce n'était pas impulsif, si l'exécution était propre et le timing précis et les mouvements ininterrompus, alors la personne responsable n'était pas un étranger tombant dans une situation inattendue. C'était quelqu'un qui comprenait l'environnement dans lequel il opérait. Pas seulement de manière générale. Pas juste quelqu'un qui était passé une fois ou qui avait jeté un coup d'œil à la zone à distance, mais quelqu'un qui la connaissait. Quelqu'un qui y avait été suffisamment de fois ou qui l'avait étudiée assez attentivement pour comprendre comment elle fonctionnait. Où les gens se déplaçaient. Quand les choses étaient occupées et quand elles étaient calmes. À quoi ressemblait l'agencement? Où se trouvaient les sorties? À quoi ressemblaient les schémas d'activité normaux pour que tout ce qui était inhabituel se démarque? C'est ce que les enquêteurs appellent la familiarité environnementale. Et c'est l'une des choses les plus significatives que vous pouvez identifier dans une affaire comme celle-ci, parce que cela réduit énormément le champ. Cela vous fait passer de la vaste possibilité ouverte d'un étranger aléatoire à quelque chose de beaucoup plus spécifique. Quelqu'un avec une connexion au lieu. Quelqu'un avec une raison de le connaître. Cela ne signifie pas nécessairement quelqu'un que Nancy connaissait personnellement. Cela ne signifie pas nécessairement un voisin, un collègue ou un ami de la famille. La familiarité environnementale peut provenir de nombreuses choses. Un itinéraire de livraison. Un travail à proximité. Une routine qui amenait quelqu'un à traverser la même zone à plusieurs reprises. Un effort délibéré pour apprendre un lieu avant d'agir. Mais voici le point critique. Quelle que soit la source de cette familiarité, cela signifie que le crime n'était pas aléatoire. Cela signifie que quelqu'un avait fait ses devoirs. Et cela signifie que c'était ciblé. Pas chaotique. Pas impulsif. Pas un terrible accident de timing où Nancy a simplement croisé la mauvaise personne au mauvais moment. Ciblé. Ce seul mot change tout dans la façon dont vous regardez une affaire. Il change les questions que vous posez. Il change les endroits où vous cherchez. Il change qui pourrait possiblement être responsable. Parce qu'un crime ciblé n'est pas le travail d'un étranger qui a eu de la chance.
C'est le travail de quelqu'un qui s'est préparé. Quelqu'un qui a observé. Quelqu'un qui a pris une décision puis a pris le temps de comprendre comment la réaliser sans se faire arrêter. Et le fait que cette affaire avait été traitée, au moins dans la conversation publique, comme quelque chose qui aurait pu être aléatoire, c'était un problème. Parce que si vous cherchez un agresseur aléatoire, vous cherchez dans la mauvaise direction entièrement. Vous posez les mauvaises questions. Vous chassez une personne qui n'existe pas pendant que la personne réellement responsable reste quelque part où personne ne regarde. Brian Antin a compris cela. Et c'était cette compréhension, ce passage d'aléatoire à cibler, d'impulsif à planifier, d'étranger à quelqu'un avec des connaissances, qui a formé le fondement de tout ce qui a suivi. L'affaire n'était pas froide parce que les réponses étaient parties. L'affaire était silencieuse parce que la bonne question n'avait pas encore été posée assez fort. Cela était sur le point de changer. La plupart des gens pensent qu'un crime commence au moment où il se produit. Le moment où une porte s'ouvre qui ne devrait pas s'ouvrir. Le moment où quelqu'un est enlevé. Le moment où une vie est interrompue sans avertissement. C'est là que la plupart des gens tracent la ligne de départ. C'est le moment qui est signalé. Le moment qui est enquêté. Le moment qui est rejoué encore et encore dans la recherche de réponses. Mais cette ligne de départ est fausse. Les crimes comme celui-ci ne commencent pas au moment où ils se produisent. Ils commencent beaucoup plus tôt. Des jours plus tôt. Parfois des semaines. Parfois plus longtemps. Ils commencent dans la période calme avant que quoi que ce soit de visible ne se produise. Dans l'observation. Dans l'apprentissage. Dans le processus lent et minutieux de quelqu'un qui décide qu'il va faire quelque chose, puis qui comprend exactement comment le faire sans se faire prendre. Cette période invisible est là où la vraie histoire commence. Et quand Brian Antin a tourné son attention vers le temps avant la disparition de Nancy Guthrie, avant la nuit où tout a changé, il a trouvé quelque chose que l'enquête originale n'avait pas passé assez de temps à examiner. Il a trouvé des preuves d'une présence. Pas bruyante. Pas évidente. Pas le genre de chose qui vous fait arrêter et appeler la police immédiatement. Mais une présence néanmoins. Quelque chose qui, avec le recul, avec tout ce qui s'est passé après, a commencé à sembler profondément significatif. Quelqu'un avait été là avant. Pas seulement dans le sens où il avait traversé la zone une ou deux fois, mais dans le sens où il avait été présent d'une manière qui ne collait pas tout à fait. Une voiture vue plus d'une fois dans un endroit où elle n'avait aucune raison évidente d'être. Un mouvement qui semblait légèrement déplacé sans être assez dramatique pour être signalé. Une silhouette qui semblait se fondre dans le décor juste assez pour éviter l'attention, mais pas assez pour passer complètement inaperçu aux yeux de tous. C'est ce que les enquêteurs appellent parfois le comportement pré-incident. Et c'est l'une des catégories de preuves les plus importantes et les plus négligées dans les affaires impliquant des crimes ciblés. Parce que la personne responsable n'est pas invisible dans la période précédant le crime. Elle est présente. Elle se déplace dans l'environnement. Elle recueille des informations. Elle teste des routines. Elle trouve les réponses à des questions comme « Quand cet endroit est-il occupé et quand est-il vide ? Quand cette personne se déplace-t-elle et où va-t-elle ? À quoi ressemble la normalité ici pour que je puisse m'y déplacer sans me démarquer ? Toute cette activité laisse des traces. Le problème est que ces traces ne sont presque jamais reconnues pour ce qu'elles sont jusqu'à ce que quelque chose de terrible se soit déjà produit. Sur le moment, une voiture garée dans un endroit inhabituel n'est qu'une voiture. Une personne qui traîne près d'un lieu n'est qu'une personne. Un visage vu quelquefois sur une courte période n'est pas automatiquement une menace. Les gens ne se promènent pas en cataloguant chaque petite chose qui semble légèrement bizarre parce que la plupart du temps, légèrement bizarre n'est que légèrement bizarre. Cela ne signifie rien. Mais parfois, si. Et le travail des enquêteurs et des journalistes comme Brian Antin est de revenir en arrière à travers ces petites observations après coup et de se demander si l'une d'entre elles, individuellement rejetée comme rien, s'inscrit en fait dans quelque chose. Si la voiture, la silhouette et la présence répétée, placées côte à côte, commencent à raconter une histoire que personne ne lisait à l'époque parce que personne ne savait qu'il était censé la lire. Quand Brian a examiné la période précédant la disparition de Nancy, il a trouvé ces traces. Elles n'étaient pas dramatiques seules. Personne qui les a remarquées à l'époque ne s'est précipité pour les noter ou les signaler à qui que ce soit. C'était le genre d'observation qui vivent dans le fond de votre esprit pendant un moment puis s'estompe parce que rien n'en découle immédiatement. Un voisin qui pensait qu'un véhicule semblait inhabituel mais supposait qu'il appartenait à quelqu'un en visite à proximité. Une personne qui a remarqué un mouvement à une heure étrange mais a décidé que ce n'était probablement rien qui vaille la peine d'être mentionné. De petites choses faciles à rejeter, mais pas disparues. Parce que les gens se souviennent même quand ils ne réalisent pas qu'ils se souviennent. Les détails restent quelque part. Et quand quelqu'un revient et pose les bonnes questions de la bonne manière, ces détails remontent à la surface. Ce qui a émergé de ces conversations était une image de quelqu'un qui n'était pas arrivé au crime à l'aveugle. Il était venu préparé. Il avait passé du temps dans cet environnement dans la période avant que quoi que ce soit ne se produise. Il avait observé. Il avait appris. Il avait construit une compréhension du lieu et des schémas qui y existent, les rythmes de la vie quotidienne que la plupart des gens ne remarquent jamais consciemment parce qu'ils leur sont tellement familiers.
Mais un étranger le remarque. Un étranger se déplaçant dans un lieu avec un but, cherchant des informations spécifiques, voit des choses que les résidents cessent de voir parce qu'ils ont vécu avec elles trop longtemps. Il voit les lacunes. Il voit les moments de vulnérabilité. Il voit les fenêtres où quelque chose pourrait se produire sans interférence immédiate. Cette connaissance ne vient pas d'une seule visite. Elle vient d'une présence au fil du temps. Et la présence au fil du temps est exactement ce que les fragments d'observation de cette période suggéraient. Pas un seul aperçu. Pas un seul moment inexpliqué. Mais un schéma de petites observations non connectées qui individuellement ne signifiaient rien mais qui collectivement pointaient vers quelqu'un qui avait étudié cet environnement avec un but très spécifique en tête. Cela importe énormément pour l'enquête parce que cela signifie que la personne responsable n'était pas seulement présente la nuit où Nancy a disparu. Elle était présente avant cela. Elle s'est déplacée dans les mêmes espaces. Elle peut avoir été vue par des personnes qui sont toujours en vie et qui se souviennent encore, même imparfaitement, de ce qu'elles ont été témoins. Il y a des témoins potentiels à la phase de préparation de ce crime qui peuvent même ne pas comprendre que ce qu'ils ont vu était connecté à ce qui est arrivé à Nancy. C'est une opportunité d'enquête qui n'avait pas été pleinement explorée. Brian a compris cela et il a tourné son attention vers les caméras. Parce que voici la chose au sujet du monde moderne que les criminels oublient parfois, sous-estiment ou simplement ne peuvent pas pleinement prendre en compte. Les caméras sont partout. Pas seulement les officiels. Pas seulement les systèmes de sécurité sur les entreprises ou les moniteurs de circulation sur les routes principales. Des caméras sur les maisons. Des caméras sur les sonnettes. Des caméras pointées vers les allées, les pelouses avant et le tronçon de rue visible depuis une fenêtre de cuisine. De petites caméras que leurs propriétaires oublient parfois même qu'elles fonctionnent. Des caméras qui capturent des heures et des heures de séquences que personne ne revoit jamais à moins que quelque chose ne se produise pour rendre ces séquences pertinentes. Dans ce cas, quelque chose s'était produit. Et quand Brian a commencé à examiner le paysage des caméras autour de la zone où Nancy a disparu, ce qu'il a trouvé était significatif. Pas parce qu'une seule caméra avait capturé quelque chose de définitif. Pas parce qu'il y avait une séquence claire et nette qui répondait à chaque question. Mais parce que les caméras, quand vous les regardez ensemble plutôt qu'individuellement, font quelque chose de puissant. Elles créent une carte. Une chronologie. Un enregistrement du mouvement dans l'espace qui peut être reconstruit pièce par pièce si vous êtes assez patient et assez systématique pour rassembler tous les fragments. Une caméra vous raconte un moment. Plusieurs caméras vous racontent une histoire. Et les caméras dans cette zone, prises ensemble, avaient une histoire à raconter. Ce qui rendait cela encore plus significatif était le comportement du suspect autour de ces caméras. Parce que voici quelque chose que les enquêteurs recherchent quand ils essaient de comprendre si un crime était planifié ou impulsif. Ils regardent comment le suspect interagit avec l'équipement de surveillance. Un acteur vraiment impulsif ne pense pas aux caméras. Il ne les remarque pas. Il ne prend pas de mesures pour gérer ou interférer avec l'équipement d'enregistrement parce qu'il ne pense pas aussi loin. Mais quelqu'un qui a planifié, quelqu'un qui a étudié l'environnement, quelqu'un qui a passé du temps dans la zone avant le crime et qui comprenait l'agencement, cette personne pense aux caméras. Elle sait où elles sont. Elle les intègre dans le plan. Et parfois, quand elle se sent assez confiante ou quand elle sent qu'elle n'a pas d'autre choix, elle prend des mesures pour les gérer directement. C'est exactement ce que les preuves suggéraient s'être passé ici. Le suspect ne s'est pas caché de la caméra. Il ne l'a pas simplement évité ou pris un itinéraire qui le gardait hors du cadre. Il s'en est approché directement, calmement, sans se presser, sans hésitation, avec le genre de mouvement concentré et délibéré qui parle de quelqu'un qui avait déjà décidé ce qu'il allait faire et qui exécutait simplement une étape dans une séquence plus large. Et puis il a tenté de la désactiver. Pensez à ce que cela vous dit. Cela vous dit que cette personne savait que la caméra était là. Pas parce qu'elle est tombée dessus sur le moment et a pris une décision rapide, mais parce qu'elle l'avait identifiée à l'avance et avait déjà intégré le fait de la gérer dans son plan. Le calme de l'approche, la franchise de celle-ci, l'absence de panique ou d'hésitation, tout cela pointe vers quelqu'un qui n'était pas surpris par l'existence de la caméra. Il faisait quelque chose qu'il avait déjà répété dans son esprit. Mais voici la chose au sujet de la tentative de désactivation d'une caméra. L'acte même de le faire est enregistré. Le moment où vous tendez la main vers une caméra, le moment où vous vous déplacez vers elle avec l'intention de l'éteindre, de la couvrir ou de la pointer ailleurs, vous êtes déjà sur cette caméra. Votre approche est capturée. Votre visage, ou au moins une partie de celui-ci, est capturé. Vos vêtements, votre carrure, la façon dont vous vous déplacez, tout cela existe sur un enregistrement que vous n'avez pas encore réussi à arrêter. Le contrôle est devenu exposition. La tentative de gérer la preuve a créé la preuve. Le comportement même destiné à effacer un enregistrement est devenu une partie de l'enregistrement. Et c'est le genre de détail qui change une enquête parce que ce n'est pas seulement des images d'un crime. Ce sont des images d'un esprit au travail. Ce sont des images de quelqu'un exécutant un plan. Et un plan, contrairement à un acte aléatoire, a un auteur. Un plan est venu de quelque part. Un plan a été construit par quelqu'un avec des connaissances spécifiques,
un accès spécifique, une capacité spécifique. Et les plans, peu importe à quel point ils sont soigneusement construits, ont toujours des bords où ils rencontrent la réalité. Ils ont toujours les petits endroits où ce qui était imaginé et ce qui s'est réellement passé ne s'alignait pas tout à fait. Ces bords sont là où les enquêtes s'ouvrent. L'interaction avec la caméra était l'un de ces bords. C'était un moment de comportement visible dans une affaire qui avait été frustrante par son manque de comportement visible. Un moment où la personne responsable était sortie de l'ombre juste assez longtemps pour être partiellement vue. Pas assez clairement pour répondre à chaque question, mais assez clairement pour confirmer quelque chose d'important. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas le chaos. C'était quelqu'un se déplaçant avec un but à travers un environnement qu'il comprenait, exécutant une séquence d'étapes qu'il avait pensées à l'avance, gérant des variables qu'il avait identifiées avant le moment. Le silence avant le crime n'avait pas été vide. Il avait été rempli de préparation. Et cette préparation avait laissé des traces qui ne commençaient maintenant seulement à être lues correctement. Si cette analyse minutieuse de l'affaire Nancy Guthrie vous captive, si vous voyez comment chaque fragment commence à former une image plus grande, alors vous comprenez pourquoi les carnets cachés du True Crime existent. Nous ne nous contentons pas de raconter des histoires de crimes. Nous déconstruisons les méthodes, nous examinons la psychologie, nous montrons comment la vérité émerge du silence. Laissez un like sur cette vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos enquêtes approfondies. Parce que l'histoire de Nancy est loin d'être terminée. Les preuves viennent sous de nombreuses formes. La plupart des gens pensent aux preuves comme quelque chose de physique. Quelque chose que vous pouvez tenir dans votre main ou photographier ou soumettre à un laboratoire pour des tests. Une empreinte digitale. Une fibre. Un vêtement. Un enregistrement. Quelque chose de concret et mesurable qui existe dans le monde indépendamment de la mémoire, de l'émotion ou de l'interprétation de toute personne. Ce genre de preuve importe. Personne ne dit qu'elle ne le fait pas. Mais il y a un autre type de preuve que les enquêtes sous-estiment trop souvent. Une preuve qui ne vient pas d'un laboratoire, d'une caméra ou d'un rapport médico-légal. Une preuve qui vit à l'intérieur des gens. À l'intérieur de leurs souvenirs, de leurs instincts et de leurs sens silencieux et non exprimés que quelque chose n'allait pas, même quand ils ne pouvaient pas expliquer exactement pourquoi. La preuve humaine. Pas ce que les gens ont vu clairement. Pas ce qu'ils peuvent décrire avec des détails précis et confiants, avec des heures exactes et des descriptions exactes et zéro place pour le doute. Mais ce qu'ils ont ressenti. Ce qui s'est enregistré quelque part dans la partie du cerveau qui traite la menace et l'étrangeté et l'erreur subtile d'une situation avant que l'esprit conscient n'ait même rattrapé assez pour la nommer. Brian Antin a compris que ce type de preuve existait dans cette affaire. Et il a compris qu'elle n'avait pas été recueillie assez soigneusement. Quand il a commencé à parler aux gens de la communauté autour de l'endroit où Nancy Guthrie a disparu, il ne cherchait pas de témoins qui avaient vu quelque chose de définitif. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un lui remette un compte rendu clair de ce qui s'était passé exactement. Il écoutait quelque chose de plus silencieux que cela. Il écoutait les moments où les gens faisaient une pause avant de répondre. Où ils disaient quelque chose comme c'était probablement rien ou je ne sais pas si c'est pertinent, mais... Où ils décrivaient un sentiment qu'ils avaient mis de côté parce qu'ils ne pouvaient pas prouver que cela signifiait quoi que ce soit. Ces pauses, ces hésitations, ces phrases inachevées, c'est là que vit la preuve humaine. Et elle était là. Pas chez une seule personne. Pas dans un seul compte rendu dramatique qui expliquait tout. Mais répartie entre plusieurs personnes qui avaient été dans la zone au moment où les choses ont commencé à sembler fausses. Des personnes qui avaient remarqué quelque chose puis s'étaient convaincues de ne pas le signaler. Des personnes qui avaient ressenti un malaise faible et persistant pour lequel elles n'avaient pas de nom. Des personnes qui, lorsqu'on leur demandait directement et soigneusement par quelqu'un en qui elles avaient confiance pour les prendre au sérieux, commençaient à décrire des expériences qui individuellement semblaient petites, mais qui ensemble créaient quelque chose de significatif. La première chose que Brian a remarqué dans ces conversations était la cohérence. Pas dans les détails. Tout le monde ne décrivait pas la même chose avec les mêmes mots. Mais dans le sentiment. La texture émotionnelle de ce que les gens décrivaient avait une cohérence difficile à ignorer. Plusieurs personnes, indépendamment les unes des autres, sans raison de coordonner leur compte rendu, décrivaient une version de la même expérience. Un sentiment que quelque chose dans l'environnement avait changé. Un sentiment que quelque chose était présent qui n'aurait pas dû l'être. Une vigilance de bas niveau que leur corps avait enregistrée même quand leurs esprits conscients l'avaient rejeté comme rien qui vaille la peine d'agir. Ce genre de cohérence à travers des comptes indépendants est significatif. Il ne prouve rien par lui-même. Il ne peut pas être soumis comme preuve solide dans une salle d'audience. Mais c'est un signal. Il pointe les enquêteurs vers quelque chose de réel. Parce que les êtres humains, quand ils vivent indépendamment le même environnement, ne génèrent pas indépendamment les mêmes réponses émotionnelles à rien. Si plusieurs personnes dans la même zone pendant la même période générale décrivent toutes le même sentiment que quelque chose était légèrement faux, alors quelque chose était légèrement faux. La question est quoi? Ce que Brian a commencé à reconstituer à partir de ces conversations était une image d'une présence qui avait été enregistrée par plusieurs personnes sans être reconnue pour ce qu'elle était. Pas une présence dramatique et menaçante.
Pas quelqu'un qui déclenchait immédiatement des alarmes. Mais quelqu'un qui existait juste légèrement en dehors du schéma normal d'activité dans cette zone. Quelqu'un qui était là sans raison claire et évidente d'y être. Quelqu'un dont le comportement, bien que n'étant pas ouvertement suspect, ne correspondait pas tout à fait aux schémas attendus de l'espace. C'est une distinction importante. La plupart des gens, quand ils imaginent un criminel dans un espace public avant un crime, imaginent quelqu'un qui est évidemment déplacé. Quelqu'un de nerveux, d'agressif ou de visiblement menaçant. Quelqu'un qui se démarque d'une manière qui met tout le monde autour de lui mal à l'aise immédiatement et évidemment. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionnent les crimes soigneusement planifiés. Quelqu'un qui a étudié un environnement, qui a passé du temps à apprendre comment s'y déplacer sans attirer l'attention, ne ressemble pas à un méchant de film. Il ressemble à quelqu'un qui appartient presque. Il ressemble à quelqu'un qui fait une course, attend quelqu'un ou passe en route vers autre part. Il n'est pas invisible, mais il n'est pas alarmant non plus. Il existe dans cet espace intermédiaire inconfortable où rien de ce qu'il fait n'est clairement faux, mais quelque chose à son sujet ne s'additionne pas tout à fait. C'est exactement ce que les personnes avec qui Brian a parlé ont décrit. Pas un monstre. Pas quelqu'un qui criait danger de l'autre côté de la rue. Mais quelqu'un dont la présence générait une question silencieuse et non résolue dans l'esprit des gens autour de lui. Quelqu'un qui s'enregistrait comme légèrement décalé sans être dramatiquement menaçant. Quelqu'un qui, si vous essayiez d'expliquer à une autre personne pourquoi il vous mettait mal à l'aise, vous auriez du mal à trouver les bons mots. C'est probablement rien. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose semblait étrange. Je les ai remarqués, mais je n'ai pas pensé à dire quoi que ce soit à l'époque. Ce sont les genres de phrases que Brian entendait. Et il les reconnaissait pour ce qu'elles étaient. Pas les divagations peu fiables de personnes inventant des souvenirs après coup, mais le langage authentique et imprécis d'êtres humains essayant de décrire une expérience authentique pour laquelle leur vocabulaire n'était pas tout à fait équipé pour capturer. Au-delà des contes individuels, quelque chose d'autre émergeait de ces conversations. Quelque chose qui parlait non pas d'une seule présence à une seule occasion, mais d'un schéma de comportement au fil du temps. Parce que les observations n'étaient pas toutes du même moment. Elles étaient réparties sur une période de temps. Différentes personnes à différents jours dans des parties légèrement différentes de la même zone générale, toutes décrivant quelque chose qui semblait connecté. Le même type de véhicule remarqué par plus d'une personne sans que ces personnes ne se soient parlé à ce sujet. La même zone générale apparaissant dans plusieurs comptes comme un lieu où quelque chose semblait légèrement faux. La même fenêtre de temps générale apparaissant à travers des descriptions qui n'avaient jamais été comparées auparavant que Brian ne commence à les rassembler. Ce n'est pas une coïncidence. La coïncidence est une personne voyant quelque chose une fois et y attachant un sens. La coïncidence est une seule observation qui ne peut pas être vérifiée ou corroborée. Ce que Brian trouvait était quelque chose de catégoriquement différent. Il trouvait des éléments répétés à travers des sources indépendantes. Le même type de véhicule. La même zone. La même fenêtre de temps décrite par des personnes qui n'avaient aucune raison de coordonner leurs comptes et toutes les raisons de croire que leurs observations individuelles ne signifiaient rien. Quand les mêmes éléments continuent d'apparaître à travers des observations indépendantes, ils cessent d'être coïncidentiels. Ils commencent à être un schéma. Et les schémas sont ce sur quoi les enquêtes fonctionnent. Un schéma signifie répétition. La répétition signifie que le comportement n'était pas une occurrence unique. Cela signifie que quelqu'un était présent dans cet environnement à plusieurs occasions. Cela signifie qu'il avait une routine. Même si cette routine était construite spécifiquement autour de l'étude de la routine de quelqu'un d'autre. Cela signifie qu'il était observable, traçable, présent d'une manière qui a laissé des marques à travers le temps, même si ces marques étaient petites, silencieuses et faciles à rejeter individuellement. Mais voici où quelque chose d'autre a commencé à émerger de la preuve humaine. Quelque chose qui allait au-delà de ce que les gens avaient observé et dans quelque chose de plus inconfortable. Quelque chose qui parlait de la façon dont la communauté autour de cette affaire avait changé dans les suites de la disparition de Nancy. Brian a remarqué que les gens n'étaient pas seulement hésitants à décrire ce qu'ils avaient vu avant le crime. Ils étaient hésitants à propos de quelque chose de plus actuel que cela. Il y avait une qualité à certaines des conversations qu'il avait qui suggérait que la réticence à parler ne concernait pas seulement l'incertitude quant à la fiabilité de leurs souvenirs. C'était à propos de quelque chose d'autre. Quelque chose de présent. Quelque chose qui existait dans la communauté en ce moment et qui rendait les gens prudents quant à ce qu'ils disaient et à qui ils le disaient. Les conversations se raccourcissaient quand certains sujets apparaissaient. Les personnes qui avaient parlé librement deviendraient soudainement vagues. Les détails qui semblaient être sur le point d'être partagés seraient retirés au dernier moment. Il y aurait une pause, un recalibrage, puis une version plus douce et moins spécifique de ce que la personne était sur le point de dire. C'est un schéma de comportement reconnaissable. Il a un nom dans les cercles d'investigation. On l'appelle parfois le silence social. Et il se produit dans les communautés où les gens ont des raisons de croire que parler ouvertement comporte un risque. Ou la peur d'être connecté à une situation en cours ou la peur des conséquences de quelqu'un qui n'a pas encore été identifié ou retiré crée une sorte de pression invisible sur la communication. Le silence dans ce contexte n'est pas l'absence de connaissance.
C'est la connaissance qui est supprimée. Ce sont des personnes qui ont quelque chose à dire qui choisissent de ne pas le dire pleinement parce que le coût de le dire semble trop élevé. Parce que la personne responsable n'a pas été attrapée. Parce que cette personne peut encore être à proximité. Parce que la communauté n'a pas reçu le genre de résolution définitive qui rendrait les gens assez en sécurité pour parler sans calculer le risque de le faire. C'est l'un des aspects les plus douloureux et frustrants des affaires comme celle-ci. L'information existe. Les personnes qui détiennent des morceaux de la vérité sont là, accessibles, prêtes à parler jusqu'à un certain point. Mais l'absence d'arrestation, la liberté continue de celui qui a fait cela, crée un climat de prudence qui met un plafond sur ce que les gens sont prêts à partager. Ils iront jusqu'à un certain point et pas plus loin. Ils décriront le sentiment mais pas le détail. Ils pointeront dans une direction sans s'engager à un nom, un visage ou un compte spécifique qui pourrait être retracé jusqu'à eux. Et ce plafond coûtait à l'enquête. Parce que juste sous la surface de ces conversations raccourcies et de ces détails retirés, Brian pouvait sentir le contour de quelque chose de plus spécifique. Quelque chose que la preuve humaine était presque, mais pas tout à fait, en train de livrer. Le schéma était là. La cohérence était là. Le sens collectif d'une communauté qui avait enregistré quelque chose de réel et qui portait encore le poids de cela sans savoir quoi en faire était absolument là. Ce qui manquait était la volonté de pousser au-delà de la prudence. Ce qui manquait était la confiance que dire quelque chose mènerait quelque part. Que cela serait pris au sérieux. Que cela serait protégé. Que cela importerait. Brian a compris cela. Et il a compris que le silence était lui-même un signal. Pas une impasse. Pas une preuve qu'il n'y avait rien de plus à trouver. Mais une preuve qu'il y avait quelque chose de plus à trouver et que les conditions pour le trouver n'avaient pas encore été pleinement créées. La communauté savait plus qu'elle n'avait dit. Et la pression qui gardait cette connaissance silencieuse était toujours active. Cela signifiait que la personne qui avait créé cette pression était toujours quelque part dans l'équation. Tout a une forme. Même le chaos a une forme si vous reculez assez loin et que vous le regardez assez longtemps. Même les événements les plus violents et les plus destructeurs, ceux qui semblent les plus aléatoires et les plus insensés quand ils se produisent, laissent derrière eux une structure quand la poussière retombe. Une séquence. Un schéma. Un ensemble de décisions qui, lorsqu'elles sont disposées soigneusement et examinées honnêtement, révèlent la logique qui les a conduites. L'affaire Nancy Guthrie avait une forme. Il avait fallu du temps pour la voir. Cela avait nécessité de la patience et une volonté de remettre en question des choses qui avaient été traitées comme établies. Cela avait nécessité de retourner au début et de relire les preuves non pas comme une collection de faits séparés, mais comme une séquence connectée de décisions prises par un seul esprit travaillant vers un objectif spécifique. Mais la forme était là. Et une fois que Brian Antin a commencé à la voir clairement, tout dans l'affaire a commencé à se réorganiser autour d'elle. Ce n'était pas le chaos. C'était la structure. Et la structure, contrairement au chaos, peut être comprise. La structure a une logique. La structure a un début, une séquence d'étapes et un résultat prévu. La structure a été construite par quelqu'un. Et tout ce qui est construit par quelqu'un porte les empreintes digitales de la personne qui l'a construit, même quand ces empreintes digitales sont invisibles à l'œil nu. Revenons à tout ce qui avait été assemblé à travers les chapitres précédents et regardons-le dans son ensemble. Il y avait la présence pré-incident. La période avant le crime où quelqu'un s'était déplacé dans l'environnement, l'étudiant, apprenant ses rythmes, identifiant ses vulnérabilités. Cette présence avait été enregistrée par plusieurs témoins indépendants qui n'avaient aucune raison de coordonner leur compte. Elle avait laissé des traces sous la forme d'observations répétées à travers différentes personnes à différents jours. Un véhicule. Une fenêtre de temps. Un lieu. Des éléments qui continuaient d'apparaître à travers des sources indépendantes jusqu'à ce que la coïncidence devienne impossible comme explication. Il y avait la familiarité environnementale. L'exécution de ce qui est arrivé à Nancy avait été trop propre, trop précise, trop ininterrompue pour être le travail de quelqu'un agissant sur une impulsion. Le timing était trop contrôlé. Les mouvements étaient trop délibérés. Cela parlait de quelqu'un qui n'avait pas seulement pensé à ce qu'il allait faire, mais qui s'y était préparé avec assez de soin pour éliminer le genre de friction qui perturbe normalement les actes non planifiés. Quelqu'un qui connaissait l'espace assez bien pour s'y déplacer sans hésitation. Il y avait le comportement avec la caméra. Une approche directe et calme de l'équipement de surveillance suivie d'une tentative délibérée de le désactiver. Pas une décision de dernière minute paniquée, mais une action composée et intentionnelle qui avait clairement été intégrée dans le plan à l'avance. Le genre de comportement qui n'a de sens que dans le contexte de la préparation. Le genre de comportement qui démontrait simultanément la planification et créait la pièce de preuve comportementale la plus visible dans toute l'affaire. Il y avait la preuve humaine. La communauté de personnes qui avaient ressenti quelque chose sans pouvoir le nommer. Les multiples observations indépendantes qui formaient un schéma à travers le temps et l'espace. Et puis le silence. Les conversations raccourcies. Les détails retirés. Le plafond sur ce que les gens étaient prêts à dire qui parlait non pas d'une absence de connaissance, mais de la présence de peur. Une peur qui était toujours active.
Une peur qui pointait vers quelqu'un qui n'avait pas encore été retiré de l'équation. Maintenant, regardez tout cela ensemble. Pas comme des pièces séparées. Pas comme des observations individuelles qui pourraient ou non être significatives. Mais comme une seule structure connectée. Comme preuve d'un esprit qui avait identifié une cible, étudié l'environnement, planifié l'exécution, géré les variables, puis continué d'exister d'une manière qui gardait la communauté autour de l'affaire silencieuse et prudente longtemps après que le crime lui-même se soit produit. Ce n'est pas le profil d'un acte aléatoire. C'est le profil de quelqu'un qui comprenait ce qu'il faisait à chaque étape. Quelqu'un qui pensait au risque et le gérait. Quelqu'un qui pensait aux témoins et les gérait. Quelqu'un qui pensait aux preuves et tentait de les gérer. Quelqu'un dont toute l'approche de ce crime était caractérisée par le contrôle. Et le contrôle est significatif parce que le contrôle ne vient pas de nulle part. Il vient de l'expérience ou d'une planification extrêmement minutieuse, ou des deux. Il vient de quelqu'un qui avait réfléchi aux conséquences d'être attrapé et avait construit ses actions autour de la minimisation de cette possibilité. Il vient de quelqu'un qui avait une image très claire dans son esprit de ce qu'il devait faire et de ce qu'il devait éviter. Mais voici la chose critique au sujet des plans construits sur le contrôle. Ils ne sont aussi forts que leur exécution. Et l'exécution rencontre toujours la réalité. Peu importe à quel point un plan est soigneusement construit, peu importe combien de variables sont prises en compte, peu importe combien de fois quelque chose est répété dans l'esprit avant d'être réalisé dans le monde, le moment où il quitte le domaine de la planification et entre dans le domaine de l'action, des choses se produisent qui n'ont pas été prédites. De petites choses. Des choses qui individuellement semblent insignifiantes. Des choses que la personne responsable peut même ne pas avoir enregistrées comme des problèmes à l'époque. Mais ces petites choses existent. Elles laissent des marques. Et ces marques, aussi faibles soient-elles, font partie de la structure. Ce sont les endroits où le plan a rencontré la réalité et où les deux ne se sont pas tout à fait alignés. Les endroits où quelque chose a pris une fraction plus longtemps que prévu ou a nécessité un ajustement qui ne faisait pas partie de la séquence originale. Les endroits où l'écart entre ce qui était imaginé et ce qui s'est réellement passé a créé une trace qui n'était pas destinée à être là. Brian Antin croyait que cet écart existait dans cette affaire. Pas de manière dramatique. Pas sous la forme d'une erreur évidente qui avait simplement été négligée. Mais quelque part dans la séquence d'événements, quelque chose ne s'était pas déroulé exactement selon le plan. Quelque chose de petit avait nécessité un ajustement. Et cet ajustement, cette petite déviation de la séquence prévue, avait laissé une marque qui n'avait pas encore été pleinement reconnue pour ce qu'elle était. C'est ce que les enquêteurs appellent un point de pression. L'endroit dans un plan où la structure montre du stress. Où la séquence d'action soigneusement construite a développé une petite fissure sous le poids de l'exécution dans le monde réel. Et les points de pression importent parce que ce sont les endroits où un examen supplémentaire est le plus susceptible de produire quelque chose. Ou poser des questions plus difficiles sur un moment spécifique ou une décision spécifique est le plus susceptible de produire une réponse que le reste du plan était conçu pour empêcher. Le point de pression dans cette affaire n'avait pas encore été identifié avec certitude, mais les preuves pointaient vers lui. Il était quelque part dans la chronologie. Quelque part dans la séquence entre la période d'observation pré-incident et l'exécution du crime lui-même. Un moment où le comportement a légèrement changé. Où le schéma qui avait été cohérent jusqu'à ce point montrait une petite irrégularité. Un retard peut-être. Une déviation de l'itinéraire ou du timing qui avait été établi à travers la période d'observation antérieure. Une petite chose qui ne serait visible que si vous regardiez toute la chronologie comme une séquence connectée plutôt que comme une série de moments isolés. Le trouver nécessitait de tout regarder ensemble. Et c'est exactement ce qui se passait. Parce que voici où en était l'affaire. Alors que le travail de Brian commençait à produire des résultats, les fragments s'alignaient. Les pièces qui avaient existé isolément, les observations des témoins, les preuves de caméra, l'analyse comportementale, le silence de la communauté, commençaient à se connecter. Pas parfaitement. Pas d'une manière qui produisait une réponse complète et hermétique à chaque question. Mais d'une manière qui rendait la forme de l'affaire de plus en plus visible. La direction du mouvement devenait plus claire. Le type de véhicule qui avait été observé à plusieurs reprises devenait une catégorie plus spécifique plutôt qu'une description vague. Les fenêtres de temps qui étaient apparues à travers plusieurs comptes indépendants commençaient à se rétrécir. La zone d'activité vers laquelle les fragments pointaient devenait plus définie. Aucun de ces éléments individuellement ne résolvait l'affaire. Mais ensemble, ils faisaient quelque chose que l'enquête avait eu du mal à faire pendant longtemps. Ils pointaient quelque part. Et pointer quelque part, même imprécisément, est énormément différent de pointer nulle part. Parce que pointer quelque part donne aux enquêteurs un endroit où se concentrer. Cela leur donne un ensemble spécifique de questions à poser plutôt qu'un champ infini de questions possibles. Cela leur donne une direction dans laquelle se déplacer qui est ancrée dans des preuves réelles plutôt que dans des suppositions ou des conjectures. La vérité sur ce qui est arrivé à Nancy Guthrie n'avait pas encore été pleinement assemblée. Mais elle devenait plus assemblable. Et cette distinction importe plus qu'il n'y paraît. Parce que l'histoire des affaires froides, des enquêtes qui ont stagné puis se sont ouvertes des années plus tard,
est largement une histoire exactement de ce genre d'alignement progressif. Les affaires ne s'ouvrent généralement pas à cause d'une seule révélation dramatique. Elles s'ouvrent à cause de l'accumulation. Parce que quelqu'un de patient et méthodique prend les fragments qui ont toujours existé et commence à les connecter un par un jusqu'à ce que la structure devienne indéniable. Brian Antin faisait ce travail. Et la communauté regardait. Pas bruyamment. Pas avec le genre d'attention visible et urgente que l'affaire avait reçue dans ses premiers jours. Mais avec une attention silencieuse et soutenue qui parlait de la blessure continue que cette disparition avait laissée. Nancy Guthrie n'était pas oubliée. Les personnes qui l'avaient connue, les personnes qui avaient vécu aux côtés de son absence, les personnes qui avaient ressenti le poids de ce qui s'était passé sans jamais obtenir la résolution qui leur permettrait de le déposer pleinement, elles étaient toujours là. Toujours en attente. Toujours portant la question sans réponse que sa disparition avait laissée derrière. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, la direction de l'affaire semblait changer. Pas vers la certitude. Pas encore. Mais vers la possibilité. Vers le sentiment que la réponse n'était pas partie, mais simplement pas encore pleinement visible. Que la structure de ce qui s'était passé était là, intégrée dans les fragments, les schémas et les petites traces laissées par quelqu'un qui avait cru que son plan était hermétique. Aucun plan n'est hermétique. Chaque structure a une faiblesse. Chaque séquence de décisions prises par un être humain contient les graines de son propre démêlage. Parce que les êtres humains ne sont pas parfaits. Et la réalité ne coopère pas pleinement même avec les plans les plus soigneusement construits. L'erreur existait déjà quelque part dans le dossier de cette affaire. Elle n'avait pas encore été pleinement vue. Mais elle était là. Et le travail de la trouver, le travail patient, méthodique, fragment par fragment, d'assembler la vérité à partir des pièces qui avaient toujours existé, continuait. Nancy Guthrie méritait ce travail. Sa famille méritait ce travail. Et la communauté qui avait vécu sous la pression silencieuse et invisible d'un crime non résolu méritait le soulagement qui ne viendrait que lorsque la structure derrière le silence serait finalement complètement exposée. Mais voici ce qu'il faut comprendre sur les affaires comme celle-ci. Elles ne se résolvent pas simplement parce qu'un journaliste revient et pose de nouvelles questions. Elles ne se résolvent pas simplement parce que des fragments commencent à s'aligner ou parce qu'un schéma devient visible. Elles se résolvent quand suffisamment de personnes décident que le silence n'est plus acceptable. Quand suffisamment de personnes décident que la pression qui maintient les informations enfermées doit être brisée. Quand suffisamment de personnes décident que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, aussi compliquée soit-elle, est plus importante que le confort du silence. C'est là que se trouve l'affaire Nancy Guthrie en ce moment. Au bord de cette décision. Au bord du moment où ce qui est connu en privé pourrait commencer à être dit publiquement. Où les personnes qui ont vu quelque chose, qui ont ressenti quelque chose, qui savent quelque chose, pourraient décider que le moment est venu de le partager pleinement. Le shérif Chris Nano a dit qu'il y avait une théorie. Il a dit qu'il travaillait dessus. Mais les théories sans informations supplémentaires restent juste des théories. Et les informations supplémentaires existent. Elles existent dans les mémoires des personnes qui étaient là. Elles existent dans les observations qui ont été faites mais jamais pleinement rapportées. Elles existent dans les conversations qui ont été raccourcies, dans les détails qui ont été retirés, dans la peur qui a maintenu la communauté prudente pendant si longtemps. Cette peur est compréhensible. Elle est réelle. Personne ne devrait minimiser ce que cela signifie de vivre dans une communauté où un crime violent non résolu plane dans l'air. Où la personne responsable n'a pas été identifiée publiquement, n'a pas été arrêtée, n'a pas été retirée de la circulation. Cette peur crée des calculs que personne ne devrait avoir à faire. Elle crée des silences que personne ne devrait avoir à porter. Mais cette peur profite également à une seule personne. Elle profite à la personne qui a fait disparaître Nancy. Elle profite à la personne qui a planifié cela, qui s'est préparée, qui a géré les caméras et les variables et qui pensait que le contrôle qu'elle avait exercé serait suffisant pour garder la vérité enterrée pour toujours. Cette personne a eu tort. Parce que le contrôle ne dure que tant que les gens acceptent le silence. Et le silence commence à se fissurer. Les fragments s'alignent. Le schéma devient visible. La structure émerge. Et quelque part dans cette structure, dans les petits endroits où le plan a rencontré la réalité et n'a pas tout à fait tenu, se trouve la réponse qui ramènera Nancy chez elle. Qui donnera à sa famille les réponses qu'il mérite. Qui retirera la personne responsable de la communauté et mettra fin à la peur qui a maintenu trop de personnes silencieuses pendant trop longtemps. Brian Antin a fait ce qu'un bon journaliste fait. Il est revenu quand les autres étaient partis. Il a posé la question que personne d'autre ne posait. Il a pris les fragments que tout le monde avait vus mais que personne n'avait pleinement assemblés et il a commencé à les connecter. Il a montré que l'affaire n'était pas froide. Elle était juste silencieuse. Et il y a une différence énorme entre les deux. Maintenant, le reste dépend de ce qui se passe ensuite. Cela dépend de si les personnes qui détiennent des informations décident que le moment est venu de les partager. Cela dépend de si les enquêteurs prennent ce que Brian a découvert et le poussent plus loin. Cela dépend de si la communauté décide que Nancy Guthrie mérite mieux que le silence. Que sa famille mérite mieux que les questions sans réponse. Que la vérité,
aussi difficile soit-elle à affronter, est toujours mieux que le mensonge confortable du silence. Parce que voici ce que le silence fait. Il protège les coupables. Il prolonge la douleur des innocents. Il permet à la structure du crime de rester cachée juste assez longtemps pour que les gens commencent à croire que peut-être elle ne sera jamais exposée. Que peut-être il est plus facile de simplement passer à autre chose. Que peut-être certaines questions ne sont pas destinées à recevoir des réponses. Mais ce n'est pas vrai. Les questions sont destinées à recevoir des réponses. Les disparus sont destinés à être retrouvés. Les coupables sont destinés à être tenus responsables. Et les communautés sont destinées à guérir, pas à porter le poids de crimes non résolus pour toujours. L'affaire Nancy Guthrie a maintenant une direction. Les fragments s'alignent. La structure devient visible. Et quelque part dans le schéma, dans la chronologie, dans les petits endroits où le plan a rencontré la réalité et a laissé ses marques involontaires, la réponse attend d'être trouvée. Elle attend que quelqu'un soit assez courageux pour la dire tout haut. Elle attend que quelqu'un décide que la vérité est plus importante que la peur. Elle attend que la communauté décide que Nancy mérite mieux que le silence. Si cette enquête vous a touché, si vous comprenez pourquoi le silence ne peut pas être la réponse finale, alors rejoignez-nous dans ce travail. Abonnez-vous à Les Carnets Cachés du True Crime. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec d'autres qui croient que chaque victime mérite que son histoire soit racontée pleinement et honnêtement. Parce que des affaires comme celle de Nancy Guthrie ne se résolvent pas dans le silence. Elles se résolvent quand suffisamment de personnes refusent d'accepter que le silence soit acceptable. Merci de nous avoir rejoints. Et souvenez-vous, la vérité attend toujours. Il suffit de quelqu'un d'assez patient pour la trouver. L'affaire n'est pas terminée. Le travail continue. Et quelque part, dans les fragments qui s'alignent lentement mais sûrement, Nancy Guthrie attend de rentrer chez elle.